Fidèle à Calan Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa à travers ce magazine kiosque. Alors ce mercredi 11 septembre 2024, nous allons analyser, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo avec nos invités Christian Moleka et face à Philippe Kazadi. Avec eux, nous allons revenir sur la communication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du Conseil des ministres extraordinaire qu'il a tenu après son retour à Kinshasa en provenance de Beijing en Chine. Le chef de l'État a donné un délai d'1 semaine au gouvernement pour lui déposer les conclusions des enquêtes en cours concernant le drame de la prison de Makala. Félix-Antoine Tshisekedi n'exclut pas la possibilité d'une main noire visant à saper les efforts du gouvernement. Le président de la République a invité également le gouvernement à lancer immédiatement une réflexion sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Nous allons donc commenter cette communication du chef de l'État. Et puis un autre sujet d'actualité que nous allons aborder tout au long de ce magazine kiosque, c'est la grève des employés et travailleurs dans les commerces tenus par les Libanais, Indiens, Pakistanais et Chinois. Ils réclament les changements de leur situation salariale. Nous allons en parler. Encore une fois, merci de nous suivre. Christian Moleka, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour pour l'invitation, bonjour également à mon co-débatteur ainsi qu'à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Philippe Kazadi, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, je salue le confrère et je salue également tous les téléspectateurs qui suivent cette grande émission de réflexion et qui réunit les professionnels de la plume, de la presse. Et donc je pense que nous allons donner le meilleur de nous pour essayer de contribuer tant soit peu aux questions qui invitent à la réflexion générale. Alors, avec des analyses objectives. Des analyses objectives et profondes aussi. Profondes. Alors, il y a Ben Kayembe qui nous rejoint dans ce plateau de kiosque. Mesdames, Messieurs, vous aurez également des commentaires, analyses de Ben Kayembe, à qui je dis bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame Gisèle. C'est toujours un plaisir de partager ces plateaux de chaque mercredi avec les confrères. Il y a Christian Moleka avec qui nous avons l'habitude de partager ces plateaux. Je salue également mon frère avec qui nous allons partager ces plateaux. J'espère que nos analyses vont éclairer la lanterne de l'opinion. Comme je le disais tantôt, la dernière communication du chef de l'État lors du Conseil des ministres extraordinaires, c'est le premier sujet retenu. Christian Moleka, vous avez suivi le chef de l'État en provenance de Chine, en Beijing, et parmi les sujets abordés lors de ce Conseil des ministres extraordinaire qu'il a convoqué, c'est la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Il a compati, il a condamné. Il n'exclut pas la possibilité d'une main noire visant à saper les efforts du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le président de la République est censé être l'homme le plus informé de la République parce qu'il a autour de lui tous les services. Et donc, lorsqu'il soulève la possibilité d'une main noire, ce qui devient un peu récurrent dans sa communication, ça laisse penser qu'il y a, je dirais, des acteurs occultes qui travaillent à la déstabilisation. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que ce n'est pas la première fois que le président utilise le concept de main noire. Ça suppose qu'il y a un certain réseau des personnes qui travailleraient à déstabiliser le pays, peut-être déstabiliser économiquement, il l'a dit une fois, sur les commerces, et déstabiliser militairement, déstabiliser politiquement, et aujourd'hui déstabiliser dans les prisons. C'est quand même un regard assez curieux et assez intéressant à suivre. Ensuite, les gens attendaient également qu'il se prononce, parce qu'on a eu beaucoup de... ça s'est réalisé alors qu'il était en dehors du pays. Les gens attendaient qu'il se prononce et que comme capitaine du bateau, qu'il pose les caps. Je crois qu'il a quand même posé un bon cap, celui du renseignement pénitentiaire, qui est un modèle qui existe ailleurs, qui est une partie du problème aussi, mais qui fondamentalement va créer d'autres problèmes, parce que créer un service au Congo, nous savons créer. Là, c'est par rapport au service. Oui, nous allons aborder point par point. Okay. Nous restons d'abord par rapport à cette main noire.
Vous dites que le chef d'État, il est le mieux renseigné et que quand il dit quelque chose, c'est que la désinformation. Alors, si moins noir il y en a, y a-t-il pas possibilité de contrer en amont, avant même que ces événements, cet incident n'arrive, contrer cette main noire? Moi, je me questionne sur, plus que le gouvernement. Je me questionne sur l'objectif de la communication plutôt. Parce que on peut, ça arrive, hein, la politique est un jeu qui n'est pas toujours un jeu ça. Il y a toujours des petits malins qui estiment qui peuvent déstabiliser une république en jouant sur des cordes. Le problème, c'est le choix de la communication. Et le choix de plus en plus insistant de revenir sur cette communication qui est anxiogène, qui crée de la peur dans certaines opinions et qui crée le doute sur la capacité de l'État à répondre à des menaces. Lorsque la République est touchée, on peut construire une communication pour rassurer sur le fait qu'on peut nous attaquer, mais on reste fort. On peut communiquer une communication qui peut créer de l'anxiogène, de la peur. On peut créer, tout dépend du choix de la communication. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce choix de communication, de plus en plus récurrent, et de rappeler qu'il y a une volonté de déstabilisation. Cette construction de la communication peut être perçue comme une démarche victimaire. Ça peut être perçu. Mais ça peut également être perçu comme une volonté de reporter ailleurs les responsabilités. Ça peut être aussi perçu comme une volonté de faire de la transparence sur les problèmes de fond. Est-ce que le président veut faire du tout transparence? Est-ce qu'il veut construire une communication victimaire? Ou est-ce qu'il veut transférer l'attention ailleurs? Parce que quand on dit il y a une volonté, une main noire, ça veut dire une démarche extérieure et qui ne tient pas compte au départ de nos propres responsabilités. Tout dépend de qu'est-ce qu'on veut construire et qu'est-ce que l'opinion perçoit. Vous savez, ailleurs, quand un président parle comme ça, après la communication, on fait des sondages pour savoir comment l'opinion a perçu ce que le président a dit. C'est difficile de savoir quelle est l'incidence de ce qu'il dit dans la perception de l'opinion. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'études de sondages qui se fait chez nous, et donc permet d'avoir un feedback. Mais c'est un choix stratégique de communication, un choix stratégique de plus en plus répété par les présidents, et donc il faut questionner sur les finalités de ce choix de communication. Philippe Kazadi, vous devez avoir une idée sur cette main noire qui, comme a dit Christian Mouleka, on a parlé de cela dans d'autres domaines aujourd'hui, c'est dans le domaine pénitentiaire. Merci madame. Il faut déjà dire que cette position prise par les chefs de l'État rencontre celle prise récemment par le ministre de la Justice, qui aussi avait dit qu'on ne lui fait pas la guerre, mais on fait la guerre au chef de l'État. Alors que les chefs de l'État disent qu'il y a une main noire, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. C'est un peu comme il a dit l'autre fois que Kabila serrait l'AFC et qu'on lui demandait toujours de le traquer. Donc s'il y a une main noire, s'il est convaincu qu'il y a une main noire, cette main noire ne devrait pas laisser libre au Congo. Il faut quand même mettre la main sur cette main noire. Ou alors peut-être que les chefs de l'État étaient en train de raisonner à haute voix. Vous dites au regard de ce qui s'est passé, parce que nous avons quand même analysé ici, et on a dit que c'est quand même impossible que de l'intérieur, on puisse trouver les murs de la prison de Makala. Et quand même, c'est aussi difficile que les prisonniers puissent s'organiser en interne pour trouver les murs de Makala. Donc, s'il y avait organisation en interne, on va revenir sur le service de renseignement. Moi, je pense que déjà aujourd'hui, il faut qu'il y ait des services de sécurité, des renseignements à l'intérieur de la prison. On ne va quand même pas nous dire qu'il y a 10 000 prisonniers qui sont laissés comme ça, sans un service qui les surveille. Alors si le mouvement est venu de l'extérieur, c'est encore une preuve que les services de renseignement étaient défaillants, donc on va revenir sur ça. Mais que les chefs de l'État disent qu'il y a une main noire, ça nous préoccupe, et puis ça craint parce que nous allons nous poser la question, mais nous là, ceux qui devraient être même le plus sécurisés, en principe les prisonniers, comme ce sont des personnes les plus dangereuses de la société, ils devraient être aussi les mieux sécurisés. Alors ben nous qui sommes à la cité, nous qui prenons les taxis, les véhicules chaque jour, qu'est-ce qui peut nous arriver? Y a-t-il effectivement une main noire? Et moi je pense peut-être qu'en disant cela, le chef de l'État était en train de parler à haute voix et que les enquêtes qu'il a demandées, dont il a donné un délai d'une semaine, pourront nous donner plus d'éclaircissements ou lui donner lui aussi plus d'éclaircissements sur l'existence ou pas de cette main noire. Les enquêtes, oui, mais on sait comment ça fonctionne au Congo. Hein. Oui, généralement ici chez nous, on lance des enquêtes et après, est-ce que cette fois-ci vraiment
en ayant une semaine, nous aurons des bons résultats. Généralement, quand on parle d'enquête au Congo, moi je considère que c'est une bonne manière d'enterrer les dossiers. On a suivi ici l'affaire Chériba Okende, après on nous a dit non, on n'en parlait plus. Ok, et on connaît beaucoup d'autres enquêtes. L'affaire de notre confrère l'aîné Fongike n'a jamais rien donné quoi que ce soit. L'activiste de droits de l'homme Chebea, jusqu'aujourd'hui, la lumière n'est pas toujours faite sur cette affaire-là, et je crains qu'on retombe sur le même tard avec cette tentative d'évasion. Mais 7 jours. Oui, un délai de 7 jours, et c'est les chefs qui les disent. Ah ben alors maintenant on va voir si ce n'est pas fait dans les 7 jours, s'il n'y a pas un rapport sérieux dans les 7 jours, donc ceux qui auront été commis à l'exécution de cette enquête auront défié les chefs de l'État. Donc les conséquences pourront être tirées, parce que ça, quand les chefs donnent un ordre et qui détermine la durée de l'exécution de son ordre, si cela n'est pas fait, c'est son autorité qui est remise en cause. Son autorité. Et il faudrait aussi que, excusez-moi madame, il faudrait aussi que le gouvernement dispose le moyen à l'équipe qui doit mener les enquêtes, pour que demain ne nous dise pas oui, l'équipe a été mise en place mais il n'y a pas eu de moyens et donc pas de conclusion sur ce qu'il fallait attendre. Ben KMB, main noire, le chef d'État n'exclut pas une possibilité d'une main noire. Alors pour avoir une idée, on analyse, hein, ça fait provenir de qui, quoi, comment cette tentative d'évasion. Merci beaucoup. D'abord, il faut rappeler ici que ça fait 6 ans que le régime Tshisekedi est en place et il n'y a jamais eu un bévis que le gouvernement ait accepté normalement, que c'est de notre responsabilité, on doit faire des efforts. Depuis 6 ans, tous les erreurs commises pendant ces régimes sont imputées toujours à des tierces personnes. Soit c'est Kabila, soit c'est le FCC qui bloquait, soit c'est celui-ci. Mais ça peut aussi être vrai. Non mais, depuis 6 ans, madame, je dis bien. Donc, tout ce qui s'est passé, des négatifs dans ces pays, a été imputé à des tierces personnes. Jusqu'à preuve du contraire, dans toutes ces imputations, on n'a jamais eu de preuves avérées pour dire, écoutez, cette fois-ci, c'est vraiment avéré que c'est X ou Y qui bloque le fonctionnement de ces régimes. C'est pour la énième fois qu'on parle d'une main noire. Donc déjà, quand on analyse, on sait que depuis un moment, on parle de plus en plus de Joseph Kabila. Ça veut dire que si aujourd'hui, on parle de celui qui bloque le fonctionnement, entre guillemets, on fera allusion directement à Joseph Kabila. La grande question qu'on se pose ici, est-ce qu'aujourd'hui l'État n'est pas en mesure d'assumer les erreurs, même pas les erreurs, mais aussi les réussites? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de telles constructions, on parle de ceci, le gouvernement se tape la poitrine pour dire, écoutez, c'est moi qui ai fait ceci, les avancées c'est moi, avec les FMI c'est moi. Mais pourquoi lorsqu'il y a des bévis qui sont commis, le gouvernement n'accepte pas d'abord la responsabilité? Ça veut dire qu'à ce stade, on pouvait tout simplement constater les faits, dire qu'écoutez, les faits sont tels qu'elles sont produites, mais regardez dans tel temps on va faire ceci. Les chefs de l'État donnent un ultimatum dans un système où on doit d'abord faire les renseignements, c'est-à-dire on ne met pas de deadline à un service de renseignement. Qui vous dit que dans les 7 jours, on trouvera tout, on va dire les suspects, on aura le temps de les interroger, on aura le temps... C'est possible, il est quand même le chef, il connaît tout, comment tout ça fonctionne, il sait que c'est possible. Il est le chef, il connaît tout, mais en même temps, il est responsable de rien. On parle de quoi? Il est censé tout connaître, mais il est responsable de rien. Ça veut dire que vous dites ici que les chefs de l'État, c'est que les services peuvent interroger les suspects pendant 7 jours. Ouais. Mais il est responsable de rien. Si ce n'est pas fait, on a vu ça avec l'affaire Chériba Okende. Les chefs de l'État... D'abord ici, madame, les Congolais réclament que les chefs de l'État devaient, en tout cas, depuis la Chine, dire un mot par rapport à ces carnages. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire, arriver ici, convoquer un conseil des ministres extraordinaire, c'est bien, tout ça, ce sont des chapelets de bonnes intentions, mais après, qu'est-ce qu'il en découle? Rien de spécial, parce que nous connaissons mais comment... des enquêtes, établir les responsabilités... Est-ce que les enquêtes vont commencer parce que le chef de l'État a dit qu'il faut commencer les enquêtes et obtenir les résultats après 7 jours? On compte déjà des semaines. Ça doit faire une semaine et quelques jours. Depuis tous ces temps, y a-t-il déjà des prémices de l'enquête? Il n'y en a pas. On n'en parle presque pas. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on continue à
alourdir tout simplement les bilans parce que vous le savez, certains qui étaient aux soins intensifs en urgence continuent à mourir. Mais jusque-là, il n'y a pas d'indice sérieux. Ça veut dire qu'on vous dit, écoutez, on a trouvé tel suspect, il était des mèches avec ceci, celui-ci. Il n'y en a pas jusque-là. Mais le chef de l'État vit encore. Je ne sais pas, le chef de l'État parle de quelle enquête? C'est lui qu'on va ouvrir sous son autorité ou l'enquête qui existe déjà bien avant? Parce qu'il y a déjà une enquête. Il y a déjà une enquête qui a déjà commencé, qui poursuit son bonhomme de chemin. Le chef d'État parle de quelle enquête? On doit arrêter avec celui-là, ou bien c'est une enquête parallèle qu'on doit ouvrir? Ça veut dire que ça laisse beaucoup de zones d'ombre, madame. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas d'accord avec l'idée qu'il y ait une main noire derrière cette... Je ne suis pas pour ou contre, mais je constate tout simplement que dans tous ces discours, on ne sent pas la volonté de vouloir, la volonté de voir les choses aller dans le bon sens. On ne voit pas ça. Parce que, en dehors, j'ai comme l'impression qu'on en tire encore profit. Déjà, la RDC n'a pas un problème de service. Mais on profite de cette occasion pour trouver du travail. Il y a des gens qu'on doit donner, on doit caser à gauche, à droite, on crée des services matin, midi, soir. Il n'y a pas longtemps ici, on vient de créer notre service parallèle à l'IGF. Vous voyez un peu tout ça. Ça veut dire qu'on cherche un moyen pour donner du travail aux gens et pourtant les Congolais attendent des résultats. Christian Moleka, justement par rapport à ce service, c'était aussi dans la communication du chef de l'État qui a invité le gouvernement à lancer immédiatement une réflexion sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Les gens s'interrogent alors qu'il existe la NER, les renseignements dans les prisons. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de créer un service, un autre service? Madame, avant d'aborder votre question, vous savez, il y a un aspect que je veux soulever. Si nous voulons qu'il y ait une main noire ou non, dans un pays sérieux, quand vous avez une telle tragédie, il y a des gens qui démissionnent. En tout cas, il y a des gens qui sont virés. On a vu aux États-Unis, Donald Trump a raté la mort dans un événement politique. Le patron du Secret Service a démissionné. Tout simplement parce que... Mais il y a eu aussi des interprétations. J'en viens. Non, je parle du patron d'un service qui a démissionné. Tout simplement parce qu'il estime qu'il a failli à sa mission, qui était de protéger un candidat président. Ce n'est pas lui qui a organisé. Les enquêtes continuent. Mais il y a quelqu'un qui a fondu la faille de sécurité d'un potentiel président, qui a tiré une balle, qui a blessé un candidat président. Le patron du Secret Service a démissionné. Il a dit, j'ai échoué à ma mission, qui est celle de protéger. Y a-t-il pas des gens qui ont échoué dans leur mission? Il n'y a personne qui est responsable de l'échec. Donc tout est extérieur, il n'y a personne qui est responsable, qu'on a limogé, qu'on a viré ou qui a démissionné. Personne n'assume. On a viré, Moutamba a viré des gens. Il y a le directeur de la prison qui est derrière. Qui est introuvable. Il y a les agents même de la Vous appelez ça sanction? On a exigé son arrestation. Le gars a disparu. Oui, à part, on a viré qui d'autre? On peut aller plus loin dans la chaîne de commandement. Il y a des gens qui ont été virés, qui ont été... J'aimerais bien entendre les noms des personnes qui ont été virées. J'aimerais bien entendre les personnes qui ont été virées, les responsables des services qui ont été virés. Donc il faut à un moment donné que nous quittions... ça ne nous grandit pas. Cette façon de dire c'est jamais nous, c'est les autres, et on ne va pas au fond des choses. Il faut que les gens assument, lorsqu'ils portent des responsabilités, il faut qu'ils soient capables d'assumer leur rôle. Maintenant, concernant les services, je crois qu'avant d'en parler en profondeur, il faut prendre les contextes. Parce qu'il y a un contexte qui est propre en Europe. Nous voulons copier les modèles, ce n'est pas mauvais, mais il faut prendre le contexte. Le contexte en Europe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la radicalisation en prison. Beaucoup de jeunes qui vont dans le djihad en Europe de l'Est sont des gens qu'on appelle fichiers S, qui ont été arrêtés, qui sont allés en prison, qui sont islamisés en prison, sont radicalisés en prison, et en sortant de prison, on rejoint les mouvements terroristes. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est la radicalisation en prison. Et donc, comment on renforce le renseignement à l'intérieur de prison pour lutter contre la radicalisation et l'islamisation en prison? Ça, c'est un problème contextuel européen. Dans le cas congolais, il existe, et vous avez raison de le soulever, beaucoup de services en prison. Les PEM sont là, la police est là, la NER est là, et d'autres services sont là. Le vrai défi, c'est comment on croise les services. Comment on croise les renseignements des différents services et qui peuvent peut-être envoyer à des autorités hiérarchiques qui ne collaborent pas. Comment on travaille à croiser les renseignements? Comment on travaille à coordonner les renseignements autour de l'administration de la prison et peut-être sous le commandement du ministère de la Justice. Donc on a besoin d'une forme de communauté de renseignement qui permet de croiser les renseignements.
Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, on crée toujours cette communauté des renseignements qui permet l'échange d'informations entre l'ANER, la DGM, ça tout le reste. n'existe pas, c'est long. Nous avons le CNES qui peut être pris comme un cadre de concertation, mais ailleurs, on formalise ces cadres d'échange des renseignements. Maintenant, est-ce que le président, en proposant le service national des renseignements, pense à un modèle de coordination des renseignements, ou est-ce qu'il pense à création d'un nouveau service? Le débat est ouvert. Parce qu'il demande de réfléchir. On peut réfléchir sur les possibilités de coordonner en créant des plateformes de coordination de l'information, ou on peut réfléchir à fusionner pour créer un service propre. Mais le besoin, il est réel. Il est réel si on veut avoir de l'information et la gestion des prisons. Après, tout dépend de ce que nous voulons comme Congolais et de ce que nous voulons construire. Troisièmement, mais la problématique de la prison est bien plus complexe que le renseignement uniquement. Les protocoles, par exemple en Europe, vous disent, si vous ne voulez pas avoir des émeutes en prison, si vous ne voulez pas avoir des cas de troubles, il faut que le niveau de vie en prison soit pas très éloigné de la vie extérieure, du niveau de vie extérieur. Parce que quand les prisonniers sont mis dans des conditions de vie qui sont très éloignées de la vie extérieure, ils se radicalisent, ils font les émeutes. Les émeutes sont liées à l'absence de l'eau, l'absence de courant, la chaleur, des punitions fortes, dans toutes les prisons du monde. Hein. C'est ça le but des émeutes. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas de courant, il y a la chaleur, il y a eu des punitions corporelles fortes, ils se sont énervés, ils ont fait l'émeute. Est-ce que nous avons répondu à ces conditions qui déterminent les émeutes chez nous? À savoir les conditions de viabilité des prisons, les conditions de popularisation des prisons, les conditions de nourriture. On parle de ce jour-là d'absence de courant, il avait plus l'eau entrée dans les cellules. Est-ce qu'on n'évacue pas les problèmes, d'autres problèmes, en focalisant uniquement sur les renseignements? Il faut avoir ce regard global, à savoir, oui, fédérer les renseignements, créer des corps ou coordonner les renseignements, mais répondre à d'autres problèmes qui sont l'état des lieux de nos prisons. On parle quand même d'une prison qui a été créée en 1957, qui a été créée pour 1500 personnes et qui en a plus de 15 000. D'une prison qui est dans les voisinages d'une cité, alors qu'ailleurs on délocalise pour avoir des prisons peut-être en dehors des villes. On parle des prisons, est-ce que la manière dont on a construit nos prisons ne favorise-t-elle pas non plus la vétusté des matériaux, l'évasion? Parce qu'on a vu dans les images des briques rouges datant de l'époque coloniale encore qui existent, des briques rouges, tout le monde a vu ces briques rouges, les fameuses briques rouges là dont on construisait les écoles ici. Est-ce que c'est pas aussi ça, vétusté des matériaux, alors qu'on veut avoir une prison moderne, avec des murs plus hauts, avec des possibilités d'avoir des regards verticales, avec des drones? Est-ce que c'est pas ça non plus qui manque? Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Moi je crois qu'il nous faut à un moment donné faire un état des lieux sérieux, qui ne se focalise pas uniquement sur un secteur. Je suis conscient et je partage le fait qu'il faut travailler à renforcer les renseignements, mais pour moi ce n'est qu'une partie du problème. Il faut le voir le problème dans la globalité. Voilà. Alors Philippe Kazadi, cette proposition à réfléchir sur comment créer un service national des renseignements, pour certains estiment qu'on peut dire tous ces services qu'a énumérés Christian Moleka, notamment l'ANER, qui existe déjà dans ces maisons d'incarcération, on veut dire qu'ils ont échoué, c'est un échec. Est-ce que faudrait-il pas renforcer leur capacité au lieu d'en créer d'autres services? Bon, je crois que le ministre d'État en charge de la justice a déjà fait une thérapie des chocs en ce qui concerne les conditions de fiabilité et de viabilité de nos prisons. Je crois qu'il a une idée nette sur ce qu'il faut faire pour rendre nos prisons viables, de sorte que ces genres de situations ne se reproduisent plus dans l'avenir. Mais quant au service, au nouveau service qu'il faut créer ou pas, moi je pense que avant d'envisager la création de nouveaux services, il y a quand même un travail de fond qui doit être fait, c'est-à-dire d'évaluer les services qui fonctionnent actuellement. On ne va quand même pas nous convaincre que dans nos prisons, il n'y a pas l'ANER. L'ANER est là, il n'y a pas le renseignement militaire, il y en a, le DEMIAP est dedans, et il y a d'autres services d'intelligence qui sont là-bas. Et le confrère Moleka a quand même fait allusion peut-être au CNES. Bon, mais le CNES, ça reste très attaché au cabinet du président de la République. Et je pense que ça ne devrait pas être le cadre approprié pour faire le croisement, effectivement, des informations recueillies par divers services. Mais plutôt, il faut envisager un autre
je ne voulais pas dire service, parce que ça risque de tomber dans... Communauté des renseignements, c'est comme ça qu'on... Voilà, on peut parler d'une communauté de renseignements, ça veut dire qu'on ne crée pas de nouveaux services, mais on fait un système de croisement des informations, même dans un cadre tout à fait numérique, pour que, avec une application ou un système de fonctionnement, que l'ANER ait les informations venant de la DEMIAB et vice-versa, et d'autres services également. Donc ça c'est très important. C'est très important, mais quand même, c'est ce qu'on appelle quand même les communications. Il faut peut-être, on doit avoir quand même ici les co-renseignements, si on peut parler à ces termes-là, pour dire que il faut rassembler tous les services autour d'un système qui leur permette d'être au parfum de ce que font les autres services. Alors, je voulais peut-être un peu répliquer. Le gouvernement ne se dédouane pas. Il faut qu'on ne devons pas oublier le système d'où nous venons. Nous avons connu dans ces pays un régime qui, à chaque fois qu'il y a mort d'homme, soit on minimise le bilan, soit le gouvernement reste taiseux. Et ici, le gouvernement, avec les présidents de la République d'ailleurs en premier, veulent renverser la pyramide ou la tendance. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation dramatique, pour que le monde ne dise pas que le gouvernement est complice de ce qui s'est passé, un peu comme on dénonçait à l'époque de Kabila, il faut que le gouvernement puisse se prononcer. Et on a vite entendu 2 membres du gouvernement se prononcer et se contredire même, avant que le gouvernement lui-même ne vienne fixer l'opinion. J'avais dit sur cette émission que la communication du vice-ministre à la justice et du VPM à l'intérieur n'engageait pas le gouvernement. Et au final, on a compris que le gouvernement lui-même avait besoin encore d'enquêtes pour en savoir un peu plus. Ces enquêtes vont nous dire tout sur les nombres exacts des morts, mais aussi les implications des uns et des autres. Mais moi je me pose la question, comment fonctionne cette prison depuis tous ces temps? Donc on va nous dire que dans la prison, il n'y a pas un fichier, une liste des prisonniers, pour qu'on nous dise, après émettre, rapidement, après émettre, il y a autant de prisonniers qui ne sont plus visibles. On avait brûlé les bureaux du greffe, les documents, quelque chose comme ça. Ouais. Ah donc, ça veut dire que... Donc aujourd'hui, à la prison, il faut tout refaire. On part à zéro. On part à zéro comme pour dire qu'il n'y aura jamais des responsabilités qui seront établies et personne ne va tirer des conséquences. Donc on va rester là, on va dire bon, tout est brûlé, on ne sait plus quoi faire, on refait le travail à zéro. Le directeur de la prison... Le magistrat qui transfère le prisonnier, non? On peut avoir la liste... Nous avons suivi que et puis ça ne peut pas être dans un seul bureau. La liste, les fichiers de prisonniers ne sera jamais dans un seul bureau, madame. Qu'on ne nous trompe pas. Ça, c'est pas acceptable. Le ministre de la Justice doit aussi s'interpeller lui-même par rapport, parce que c'est dans son secteur. Le DG de l'ANER doit être aussi interpellé. Je crois que c'est de ça que les confrères faisaient allusion. C'est à ça qu'ils faisaient allusion. Il faut que les responsables des services puissent être interpellés et qu'ils tirent aussi des conséquences. On doit arrêter avec cette république de personnes tout responsables, mais tout irresponsables à la fois. Voilà. Merci Philippe. Alors Ben Kaévé, toujours par rapport à la création, l'idée de créer ces services, le chef d'État au cours de sa communication, instruit les forces de défense et de sécurité en association avec les équipes régulières de la prison de s'assurer un contrôle total et permanent de la situation afin de prévenir toute nouvelle tentative de ces genres. On peut dire que ces contrôles n'existent pas, parce qu'une fois j'ai été en prison, j'ai vu même les prisonniers ils sont des gardiens, ils surveillent les autres prisonniers, mais voilà. Merci beaucoup, madame. D'abord, j'aimerais ici dire aux confrères avec qui nous partageons le plateau, quand j'insiste sur la responsabilité, même quand on parle de ces fameux services qu'on voudrait bien créer, la grande question qu'on se pose d'abord, dans quel état sont les agents? Vivent les agents qui travaillent par exemple avec l'ANER, la DEMIAB, tout ce que vous voulez, dans quelles conditions ils travaillent? Allez-y en prison, madame. Quand vous avez 1000 $, d'ailleurs c'est trop, quand vous avez un billet de 100 $ en prison, vous êtes un roi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers qui embauchent d'autres prisonniers.
Ça veut dire qu'il y a même des gens qui sont, j'ai dit, commis là-bas comme service de renseignement, mais qui travaillent pour certains prisonniers. Ça veut dire que dans quelles conditions ils sont d'abord pris en charge par l'État pour attendre d'eux un travail de qualité. C'est par là qu'il faudrait commencer. On voudrait bien qu'on ait 1200 services ici en RDC. Mais ils vont travailler dans quelles conditions? Aujourd'hui, pour devenir agent de renseignement, on n'a pas besoin de faire des formations en RDC. Ça veut dire qu'il suffit d'être proche d'un colonel, d'un général. Dans nos sous-sièges ici, on les appelle les bureaux D. Ça veut dire un gars comme moi, je n'ai pas de travail, je m'approche, je deviens d'abord peut-être que, comment on les appelle, les éclaireurs. Vous allez avec les policiers, après un moment, pas pêcher au cracas, tout ça, des choses comme ça, les menottes, vous en avez, ça. Le travail commence. Bureau D, à l'Andelac, c'est tout. Et qu'est-ce que vous attendez? Quel travail de qualité vous attendez? Celui qui est commis comme chargé de renseignements, un monsieur qui est censé aller récolter de l'information, aller sonner les gens pour savoir qu'est-ce qui mijote, qu'est-ce qui prépare comme coup, ces messieurs-là vous souffrent. Ça veut dire qu'il arrive quelque part et qu'il a la nourriture, ça veut dire que la mission s'arrête. Ça veut dire qu'il est allé. Est-ce que les agents des services de renseignement ont des frais d'émission? Parce qu'on est là à les condamner matin, midi, soir, mais est-ce qu'ils ont un frais de fonctionnement? Avez-vous combien des agents qu'on envoie arrêter des gens ici, dès qu'ils arrivent, bon, on est venu pour vous arrêter, regardez, il y a les mandats, et tout ça. Vous leur dites, bah, écoutez, mon frère, regardez un peu ça. On retarde même les arrestations. Ce n'est pas de leur faute. Ça veut dire qu'ils souffrent. Je ne sais pas s'il y a un agent de l'ANR qui est à l'abri du besoin. Des agents commis au renseignement. Que ce soit à Makala ou que sais-je encore, qui sont à l'abri du besoin. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça veut dire qu'ils sont encore des gens qui cherchent 100, 50, 20 dollars. Tant vous lui donnez, il est prêt même à détourner sa mission pour se faire de l'argent. Ça veut dire qu'on devait commencer d'abord par améliorer les conditions de vie de ces gens-là pour attendre d'eux un travail de qualité. Si on n'améliore pas les conditions de vie, eh bien, il faut vous attendre à des histoires pareilles. On vous parle d'un service, madame. D'abord, ici, on a un problème. Ceux qui sont là ne savent pas vivre mieux. On a des histoires qu'on crée en RDC sans pourtant au préalable dégager même des lignes budgétaires pour celui-ci. On a même les histoires des conseillers communaux jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas repris dans la ligne budgétaire. Ça veut dire qu'on va encore créer notre service où les gens vont arriver. Ils sont là pour pallier une situation. Ils vont arriver à attendre une année, 2 ans pour commencer à toucher quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Non, la solution est ailleurs. Non, c'est-à-dire, c'est pourquoi je vous dis, tous ces discours sont faits de façon à ne pas prendre les choses au sérieux. Ça veut dire que c'est évasif. Ça veut dire qu'il faudrait tout simplement faire voir aux Congolais, parce que vous savez aujourd'hui, on peut tout reprocher à ces gouvernements, mais la volonté de bien, c'est-à-dire cette volonté à vouloir bien faire, on ne peut pas les reprocher, comme le dit toujours Mouyaye. Ça veut dire qu'on ne fait que manifester cette volonté pour que la population se console. C'est-à-dire, ah, chef de l'État, il y a qui? Pas conseil des ministres, mais après. On va dire aux gens là-bas, il faudra arrêter avec les populismes, les actions individuelles, en tâche à l'image de tout un gouvernement, tout ceci. Mais bon, vous avez fait votre fameux séminaire où les gens ont appris comment fonctionner, comment la collaboration entre ministères fonctionne. Mais malgré ça, les gens se contredisent sur la place publique. Vous avez un ministre qui vous dit Y, c'est lui-ci. Même les discours des gens qui sont censés gérer l'intégrité territoriale, vous avez un ministre qui vous dit... il a parlé d'un mot qui donnait l'impression... il serait en train de banaliser le nombre de décès. C'est comme quelqu'un qui dirait... il y a un petit nombre de gens qui sont décédés, mais pourtant, la vie humaine est sacrée selon la Constitution. Si aujourd'hui, un mort, c'est-à-dire c'est un mort de trop, donc on doit le prendre en considération. Mais vous avez l'impression que pour eux, ça ne représente absolument rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas différent de ce qu'on a condamné, les régimes qu'on a condamnés avant ces régimes Tshisekedi. Nous sommes en train de partir sur un même pied d'égalité, madame. Parce qu'à l'époque, vous allez avoir 1000 personnes décédées, on vous dit qu'il y a 20 personnes décédées. Mais c'est de la même façon qu'on procède ici. Et pourtant, il y a des sources qui sont concordantes. Je ne vais pas ici discréditer ce que le gouvernement a dit, mais vous avez par exemple la Fondation Bill Gates qui vous dit autre chose. Ça veut dire que ce sont aussi des organismes. Les enquêtes qui vont vraiment définir le nombre des chiffres. Madame, les enquêtes qui ont abouti à des résultats sérieux en RDC sont à compter du bout des doigts. Je dis même, elles sont quasi inexistantes. Ça n'existait pas. Vous pouvez mettre votre micro-baladeur sillonné, demander aux Congolais quelles sont les enquêtes qu'ils connaissent, qu'ils ont abouti à des résultats palpables.
coupables comme ça et des gens qui sont condamnés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Juste pour peut-être compléter sur le sujet, parce que Ben a soulevé un point important. On a l'habitude, quand on parle du renseignement, de parler du mauvais côté de ce qu'ils font. Mais s'il y a un parent pauvre également au Congo, c'est le renseignement. Depuis 1996, avec l'entrée de l'AFDEL, les renseignements au Congo ont été malmenés, déstructurés, démantelés. En telle enseigne qu'il y a même un projet de loi qui existe au Parlement, déposé à l'époque par l'honorable qui nous a quitté d'ailleurs, Henri Thomas Lokondo, qui n'a jamais été abordé jusqu'à ce jour pour réformer les renseignements. Il n'y a qu'à aller au deuil, aux obsèques des anciens flics, pour voir c'est quoi l'avenir de ceux qui ont consacré toute leur vie à travailler pour la sécurité du pays. Donc autant on prend plaisir à taper sur eux, autant il faut qu'on dise que sans les renseignements, un pays ne tient pas. Le pays, c'est l'information. Sans l'information, le pays ne fonctionne pas. Et ma cas là, c'est la preuve qu'il y a eu un déficit informationnel auprès des décideurs. Cette histoire intervient alors que la Première ministre n'est pas à Kinshasa. Elle est à Kipese. Le président est en dehors du pays. Le ministre de la Justice est en dehors de Kinshasa. Et ça s'intervient. Ça veut dire qu'il y a, soit il y avait un déficit d'information sur ce qui se préparait, soit alors tout le monde a quitté la ville pour ne pas vivre l'événement. Mais on a dit que le directeur de la prison avait informé la ministre Rose. Elle a fait un rapport sur la situation en prison et comment ça s'est dégradé et pour qu'on prenne des mesures. Mais moi je parle de l'information sur un potentiel meurtre. Parce qu'il y a un service à l'intérieur. Potentiel meurtre. Et après on peut discuter sur la façon de remonter l'information. C'est discutable. C'est pour dire que il nous faut travailler à donner plus de ressources au renseignement. Plus de ressources au renseignement. Et au Congo, nous travaillons à subir les événements. Mais si nous ne travaillons pas à anticiper les événements et que nous sommes tout le temps réactifs, nous avons une guerre qui a commencé à l'étranger. Hein. Ça nous prend 30 ans. Hein. La guerre a commencé dans les pays voisins. Hein. Ça veut dire que si nous avions suffisamment d'informations, c'est que c'est tramé en dehors de chez nous, peut-être qu'on n'aurait pas fait 30 ans à compter les morts aujourd'hui. Donc si nous ne prenons pas au sérieux la nécessité de mettre suffisamment de ressources pour les renseignements, et tous les renseignements, de mettre dans les meilleures conditions de vie les agents de renseignement, les moyens de mobilité, pour qu'ils puissent travailler. Parce que nous, on a toujours ce regard péjoratif du renseignement qui arrête les politiques, mais ce n'est pas leur boulot. Pour qu'ils travaillent pour sécuriser la République en termes d'information. Et ma soeur, ces genres de situations, nous allons les revivre de manière assez régulière. Je voulais compléter un élément, parce que là, le deux confrères parle de conditions de travail des agents de renseignement, mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense que le plus important, c'est en amont. C'est dans le recrutement et dans la formation. Vous constaterez que chez nous ici, le véhicule le plus en lambeau sont les véhicules de la police, par exemple. On leur a acheté récemment j'ai vu, on leur a distribué bien avant, les ketch. Il faut voir aujourd'hui dans quel état c'est tous ces ketch. Il faut voir les voitures marque X qu'on leur a acheté, dans quel état c'est toutes ces voitures. Et je crains que le bus force qu'on veut de leur doter ne dure pas plus d'une année pour que ça ne devienne pas aussi en lambeau. Donc, la problématique ici essentielle pour nous, c'est aussi la problématique des formations qui doit arriver à transformer. Parce que si nous devons quelque peu tolérer les égarements, les erreurs des services, des agents des services de renseignement sous prétexte qu'ils ne sont pas dans les meilleures conditions, est-ce que nous sommes aussi disposés à accepter les mêmes erreurs qui soient commises par les médecins qui est directement mort d'homme. Donc ici, moi j'ai toujours considéré que, à la rigueur, on ne peut pas justifier le manque de professionnalisme par les mauvaises conditions de travail. Ça ne justifie rien. Mais ça n'explique pas. On ne justifie pas. Mais ça n'explique pas. Ça n'explique pas qu'on le mette dans le meilleur des conditions. On ne justifie pas. S'il faut élargir la réflexion, et tendre cette réflexion dans tous les secteurs. Les médecins qui vous disent que moi je ne suis pas bien payé, ok, je fais du n'importe quoi comme font les agents de l'ANEM, on aura des morts chaque jour et à une échelle plus. Il y a une nuance importante, c'est qu'on ne peut pas attendre de quelqu'un des résultats sans lui donner les moyens de sa politique. Donc si vous voulez qu'il atteigne des résultats, vous devez lui donner les moyens de sa politique. C'est que nous nous rappelons, c'est que si nous voulons fixer des objectifs, il faut donner à ceux qui sont appelés à travailler les moyens de leur politique. Je ne dis pas que ça justifie ce qu'ils ne font pas. Vous donnez un cas précis de Ketch. Bon, imaginez, vous donnez aux policiers des Ketch, d'accord. Et où se trouve le garage de la police pour entretenir les véhicules qui tombent en panne? Parce que quand on met en place les structures, on suppose qu'il y a une chaîne logistique qui accompagne. Ça veut dire là des grands meilleurs garages où à chaque fois qu'il y aura un accident sur la route, on vend, on retouche.
Si vous donnez des voitures, on pense que c'est éternel, c'est pas éternel. Non, mais avant qu'on C'est tout ça que nous sommes en train de dire. Non, avant qu'on arrive, Il faut rationaliser les choses et pas faire des choses un peu comme voilà, on vous donne des voitures, ça s'arrête là. Et vous pensez que ces voitures-là vont rester éternellement? Non. Mais vous voyez les On a donné la dotation aux policiers sans plaque d'immatriculation. Aujourd'hui, ils ont confisqué des motos. Vous savez pas, il n'y a pas de plaque d'immatriculation, c'est pas identifié. Ça vient d'où? Ça va où? Ça fait quoi? Et vous voyez les comportements, Moi, je parle de comportement. Alors, on place un mot par rapport, Philippe, s'il vous plaît, par rapport à la grève des employés, des travailleurs, des expatriés libanais. Mais ça revient chaque fois. J'étais où là? C'est Ben qui a la parole. Ça revient chaque fois, ils vont en grève, les conditions salariales ne s'améliorent pas, alors qu'on a l'inspection de travail, on a un ministère des travail. Votre commentaire un peu par rapport à cette grève des travailleurs, des expatriés. D'ailleurs, vous les appelez les expatriés, moi je les appelle la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique, c'est-à-dire les ténors de la politique en RDC ou les classiques politiques de la RDC sont presque assimilés à ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un expatrié qui vient investir en RDC sans pourtant avoir de l'appui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mener un lobbying monstrueux contre un expatrié qui fait souffrir les Congolais. Vous n'allez jamais obtenir gain de cause. Je pèse bien, je dis jamais. Vous n'allez pas obtenir. Vous avez vu ici avec Pain Victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Quel lobbying n'a-t-on pas fait? Quel bruit on n'a pas fait en RDC pour obtenir gain de cause? Ça n'a jamais été fait. Je vous dis que les gens sont décédés, ils étaient au nombre de 835. Les gens continuent à mourir dans ces groupes-là. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais obtenu gain de cause. Ils ont passé la nuit au palais de la justice des semaines sans gain de cause, je vous dis, madame. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout expatrié qui arrive en RDC se tape un politicien qui devient son parrain, et c'est ce politicien qui lui dit, écoutez, Bakosa, là, le côté. Dans le problème, ils vont y aller, ils vont revenir. Même si on nomme un ministre qui est chargé de ces secteurs, il ne fera absolument rien. Regardez les inspecteurs, parce que mon confrère dit, écoutez, il ne faudrait pas que les travailleurs... Bon, prenons le cas des inspecteurs de travail, qui sont nommés. Ils n'ont pas de bureaux, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Mais bon, vous dites qu'ils doivent travailler. Je ne sais pas, ils vont commencer par où? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas même pas des insignes de l'État. Ils n'ont même pas un document de l'État. Ils se retrouvent sous l'arbre. Chaque jour, ils quittent la maison, ils viennent, ils se retrouvent sous l'arbre, ils parlent avec des amis, et puis ils rentrent chez eux à la maison. Ils commencent par où? Et vous attendez d'eux un travail de qualité. Ils vont commencer par où? Et puis madame, pour chiter, je vais faire une digression pour chiter. On a parlé ici des cas de Makala. Mais il semblerait que les directeurs de la prison de Makala ne seraient pas congolais. Ça veut dire qu'il serait un sujet étranger. Parce que madame, pourquoi j'ai le mot conditionnel? Il faut vous poser la question. Nous ne sommes pas athées et scientifiques ici. Ça veut dire que pour quitter ces pays, soit vous avez acheté, si vous n'êtes pas étranger, vous devez trouver d'abord un visa pour partir. Il faut acheter un billet et tout ça se prépare. Vous savez comment on fait pour trouver un visa ici? Ça va vous prendre du temps. Mais pour quitter... Il faut avoir son visa en cours. Ah, attention. Ah oui, ça aussi. Hein. Oui, attention. Non, c'est possible. Oui, je vous dis qu'attention, est-ce qu'un directeur de la prison, si seulement il a son visa en cours, on prend ces cas-là, peut quitter les pays sans... Il doit avoir un ordre de mission. Voilà, on se pose la question. L'ordre de mission, de qui? Je ferme la parenthèse, je ne maîtrise pas ces circuits. Mais ça veut dire que vous voyez que les ficelles remontent à un niveau où on ne saura même plus ici vous donner les résultats de l'enquête. Parce que ça risquerait de prendre des gens, comme on appelle les gros poissons, seront obligés d'être cités dans cette affaire. Il y a une main noire, c'est comme vous dites, avec des directeurs. Et donc, c'est que la main noire doit être quelqu'un du pouvoir, parce qu'on ne peut pas être de l'opposition et faciliter des choses comme ça. Christian Moleka, des expatriés. Mais il y a une question que les gens se posent. C'est un contrat entre l'employé et l'employeur. On vous présente déjà vos conditions, votre salaire. Mais comment le Congolais aussi accepte ces conditions-là? Moi, j'ai vu des travailleurs congolais. Il est en même temps à la caisse, il nettoie, en même temps, il fait entrer des histoires. Donc, finalement, comment on accepte ça? Madame, les travailleurs des Indo-Pakistanais ont commencé à gréver depuis 2022. En 2022, ils déclaraient pour le respect de temps de travail. Ils commencent les matins, les Libanais ferment les boutiques parfois à 17h. Ils dépassent le temps imparti du travail. Les Chinois fermaient les boutiques parfois jusqu'à 20h. Il n'y a qu'à voir les boutiques des Chinois à quelle heure ils ferment. Ils déclaraient pour le temps de travail. Ils déclaraient pour les contrats. Les expatriés ont créé des sous-traitances qui recrutent. Et donc, tu n'es pas travailleur de ton Libanais ou ton Indien, tu es travailleur de sous-traitants. Et là-bas, les conditions sont très, très, très difficiles.
À l'époque, en 2022, après la pression, le ministre avait reculé, on avait vraiment commencé à travailler, à le temps de travail, il restait la problématique de sous-traitance. Mais, ma soeur, comment voulez-vous que dans un pays, un étranger qui vient, qui ne respecte ni le temps de travail, ni les conditions de recrutement, ni les conditions de paye, ne soit pas dérangé par l'autorité publique de l'État? C'est l'État qui est censé protéger les Congolais et les petits Congolais. C'est l'État congolais. Mais si l'État est négociant ou trafiquant et collabore avec des expatriés pour faire s'ouvrir ses propres citoyens, je vous dis, c'est déplorable. Il y a des mouvements syndicaux au sein des travailleurs, des expatriés, qui tentent parfois de faire des mouvements de protestation. Mais on sait comment ça finit. On le vire. Hein. On sait comment ça finit. Ils sont virés dans des conditions non régulières. Et lorsqu'ils vont au ministère du Travail, à l'inspecteur du travail, ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Et c'est pas seulement ici. Il y a qu'à compter les entreprises ici, on a viré les gens. On peut parler de dossier Massafco, on peut parler de trucs dossiers. Ou quand on vous vire, vous allez à l'inspecteur du travail, vous n'êtes jamais rétablis dans vos droits. C'est les problèmes, c'est l'État. L'État est trop faible pour réguler et garantir le respect des lois par les expatriés. Alors le responsable dans cette histoire, c'est l'État congolais. En tout cas, il laisse faire. En tout cas, le tout premier responsable, c'est l'État, et le tout dernier, ce sera toujours l'État. Je voulais dire ici que, moi je n'ai pas dit qu'il ne faut pas mettre les agents de renseignement ou les autres fonctionnaires de l'État dans le meilleur des conditions. Il faut qu'ils soient dans le meilleur des conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais bien avant cela, je considère qu'il faut que le recrutement soit aussi fait sur base des critères bien déterminés. Et surtout la formation, parce que c'est la formation qui transforme. Une personne bien formée, même s'il n'a pas les meilleures conditions de travail, il va agir autrement que celui qui n'est pas bien formé et qui n'a pas les meilleures conditions de travail. Cela est un danger public. Mais pour ces agents, je pense qu'ils peuvent dire sur les tons, mais je crains que leur voix ne soit pas entendue parce que, comme a dit les confrères, beaucoup de Libanais, beaucoup des expatriés ont déjà des politiciens, des généraux, de l'armée, de la police dans leur poche, et c'est eux qui leur en tête. Mais maintenant, je me demande, faudrait-il encore qu'on prenne Gilles Alinguet, qui fait partie de l'inspection générale des finances, pour l'envoyer à l'inspection du travail, pour qu'on voit un peu les résultats, ou qu'est-ce qu'il faut? Il faut que là aussi, qu'on trouve des personnes qui soient à mesure, non seulement de se remplir le poche, ok? Dire qu'on n'a pas de meilleures conditions de travail, il faut qu'ils se remplissent les poches avec l'argent des Libanais et faire souffrir les Congolais, mais il faut qu'on trouve des Congolais aussi dignes de protéger les intérêts de leurs frères et sœurs. Merci Philippe Kazadi. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci Christian Moleka, merci Ben Kaïmbe. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci aux